messieurs, chers consoeurs, chers confrères, chers collègues, chers amis, bienvenue dans les locaux de la Fondation Sino del Duca et au nom de l'Académie des sciences, je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour l'ouverture de ce colloque, le développement professionnel des professeurs enseignant les sciences, interaction avec les entreprises, les organismes de recherche et les établissements d'enseignement supérieur. Un petit mot tout d'abord pour vous parler de M. Sino del Duca, grâce à qui nous sommes hébergés aujourd'hui. Peut-être ne le savez-vous pas, mais Sino del Duca a été un chef d'entreprise qui a eu une carrière absolument étonnante. C'était un Italien né en 1897 et qui a quitté l'Italie mussolinienne pour échapper à la police et qui s'est réfugié en France en 1927. Il y a créé un empire de presse qui est devenu le 4e empire de presse en France. Il a fait fortune en vendant des journaux, et particulièrement les journaux de la presse du cœur. Nous deux, intimités, on fait sa fortune avec des tirages faramineux. Et pour ceux qui sont intéressés, une biographie récente vient de sortir sur Sino del Duca, intitulée « Sino del Duca de Tarzan à nous deux », puisqu'il a publié des bandes dessinées. Et il a été aussi producteur de cinéma. Ne touchez pas au Grisby et l'Aventura d'Antonioni ont été produits par Sino del Duca et ses entreprises. Et à sa mort, sa veuve ensuite a fait don à l'Institut de France de ses locaux et d'une dotation très importante qui permet chaque année à l'Institut de France d'attribuer 3 très grands prix. Un grand prix destiné aux sciences de 300 000 €, 350 000 € pour des équipes de chercheurs, un sur un grand prix mondial et le 3e, un grand prix de l'archéologie, avec ces dotations extrêmement importantes. Donc on peut rendre hommage à un homme qui a réussi et qui est venu en France, qui a été accueilli en France et qui a eu une réussite industrielle, commerciale exceptionnelle. Ceci étant, en ce début de ce 3e millénaire, nos sociétés de la connaissance subissent des évolutions profondes qui transforment complètement nos modes de vie. Et moi qui travaille dans la géologie et le passé et la paléontologie, je n'ai pas besoin de remonter des millions d'années en arrière pour me souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, le monde était profondément différent et que les enseignements que nous avons reçus n'avaient rien à voir avec les enseignements d'aujourd'hui et avec ceux que vous avez à exercer demain. Il se trouve que, de par mes origines, je suis un peu au milieu de ces sujets, puisque ma mère était institutrice, enseignante, dans le nord de la France, avec 5 classes en même temps, comme ça se passait à la campagne, mais que mon père était industriel textile. Donc j'ai vécu au milieu de l'industrie textile et d'une entreprise familiale, les tissages, taquets, et en même temps avec une mère enseignante. Et puis moi, j'ai mal tourné, je me suis tourné vers la recherche et les carrières universitaires. Donc j'ai les 3 volets dans mon cœur. Il se trouve aussi que, et ça montre le changement de nos sociétés, que me tournant vers la géologie et la paléontologie des dinosaures avec le commissariat à l'énergie atomique en Afrique il y a quelques années, j'ai mal choisi. Mon père a fait l'école textile de Mulhouse, une école nationale supérieure de textile qui existe toujours, très réputée dans le monde, et j'aurais dû suivre cette voie. Et je n'ai pas fait cela aux grandes dames de ma famille, mais j'ai eu raison, puisque le textile a disparu en France plus rapidement que les dinosaures à la fin du Crétacé. Heureusement, aujourd'hui, il renaît avec des innovations textiles tout à fait passionnantes, en particulier à Mulhouse et à Roubaix, et je fais partie d'une fondation hébergée à l'Institut de France pour l'innovation textile, qui couronne chaque année des jeunes ingénieurs fabriquant des tissus intelligents, capables de s'adapter aux variations de température, aux attaques microbiennes, à détecter les contacts. Bref, la France retrouve dans le textile, alors que les tissus ont été tissés ailleurs, mais retrouve, grâce à sa technologie et à son savoir-faire, une nouvelle façon de traiter le textile. Et là, une avance certaine. Et donc, c'est une leçon à tirer. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que dans ce monde qui change si vite, et là, je me tourne vraiment vers vous, les enseignants, j'ai suivi des cours, d'ailleurs sous la direction d'un secrétaire perpétuel honoraire qui est là, Jean Dercourt, à la Sorbonne, il y a un certain nombre d'années, il n'y a pas des millions d'années, mais dans les années 60. Et dans les années 60, ça vous montre le fossé qui existe entre cette période et aujourd'hui. Il n'y avait
évidemment pas d'informatique. Il n'y avait que des cours polycopiés tirés avec des stencils et des rouleaux à encre qui tâchaient d'ailleurs beaucoup. Et dans notre domaine de la géologie, la tectonique des plaques n'existait pas dans les années 60. Et évidemment, il n'y avait pas de GPS, de Global Positioning System. Et lorsque j'ai traversé le Sahara pour aller au Niger chercher de l'uranium et des dinosaures, ça se faisait à la boussole avec un compas dans la voiture, et c'était tout. Et il y a là un exemple très frappant du lien, je crois, fructueux entre des découvertes de mathématiques et de physique fondamentale, la relativité généralisée, et grâce aux satellites ensuite, la fabrication d'outils qui aujourd'hui nous sont absolument indispensables, le Global Positioning System dans tous les domaines, de la voiture, de l'aviation, etc. Et voilà les progrès accomplis en si peu de temps, finalement. De sorte que l'enseignement, si on prenait les polycopiés que nous avons eu la chance de lire dans les années 60, il serait totalement, évidemment, à revoir, et l'enseignement serait totalement obsolète. Et donc, je vais rendre hommage, pour ne pas être trop long, ici, avant de conclure, à Georges Charpak, Yves Quéré et Pierre Léna, qui ont eu cette idée extraordinaire de la création de la main à la pâte, et c'est aussi la main à la pâte qui nous réunit aujourd'hui. Yves Quéré et Pierre Léna sont en voyage en Asie, et ils ne sont pas là ce matin, mais je veux leur rendre hommage, parce que ils ont, et dans un petit livre récent que certainement beaucoup d'entre vous ont lu, de Pierre Léna, qui vient de sortir, et qu'il m'a offert gentiment, il explique que chaque génération doit repenser ce que l'éducation propose, transmettre à la jeunesse l'héritage du passé, l'aider à lire le présent et l'aider à préparer l'avenir. Et ce que dit Pierre est tout à fait judicieux et je tiens à le citer à ce sujet. Pour cela, vous avez des objectifs qui ont été définis aujourd'hui dans votre programme et je vous souhaite d'excellents travaux dans les ateliers pendant ces 2 journées. Mais avant de conclure, je veux aussi remercier les partenaires de cette opération, de cette organisation, de ce colloque. Bien sûr, l'Académie des technologies, qui est, avec laquelle l'Académie des sciences travaille en étroite relation. Nous nous sommes rencontrés la semaine dernière même. Les 2 bureaux de l'Académie des sciences et des technologies se sont rencontrés pour travailler ensemble et avoir une politique commune dans le domaine de la science et de la technologie. Remercier le ministère de l'Éducation nationale, bien sûr, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, l'Agence nationale pour la rénovation et la Fondation de la main à la pâte, bien sûr. Et je vous souhaite à tous d'excellents travaux, fructueux, et je vous remercie d'être venus ce matin aussi nombreux pour participer à cette réunion qui s'annonce passionnante. Merci à vous.